j'ai commencé un peu par hasard à faire des confitures pour moi. Parce que, bon, une petite histoire, on m'avait offert des mangues qui étaient trop mûres et puis bon, je voulais pas les jeter. Je me suis dit, ben tiens, ça se prête bien aux confitures. Bon, je n'en avais jamais fait, mais j'avais vu ma grand-mère, donc la mère de ma maman, faire des confitures de fraises à l'époque. C'était à la page à l'époque à Port-Gentil faire bouillir les mangues. Mais oui, attends, quand on était petit, les Mais mangues vertes on avec le faisait sel. bouillir les mangues, mais on faisait la purée de mangue. Oui, la purée de mangue. D'accord. Et donc voilà, j'ai fait des confitures comme ça à la base pour moi et puis j'en ai offert et puis bon, les gens m'ont demandé ah tiens, qu'est-ce que tu en fais, tu les vends pas? Sur le coup, quand on te parle de vendre des confitures, tu es un peu non, je les vendrai pas. J'ai un job, je vais pas me mettre à vendre des confitures. Et puis bah ça trotte quand même dans ta tête et puis un jour bah tu te lances, tu dis bah pourquoi pas. Au regard de mon histoire personnelle, la première chose qui me vient c'est de croire en ses rêves. Alors moi, à 16 ans, 17 ans, je voulais être chef cuisinier. Alors aujourd'hui, je ne suis peut-être pas chef cuisinier, mais finalement, je ne suis pas très loin. J'ai quand même atterri dans le domaine qui m'intéresse, dans les choses que j'aimais faire quand j'étais jeune, et que, à l'époque, dans un certain contexte, je ne pouvais pas me permettre de faire. Je suis quelqu'un de très passionné et c'est vraiment la passion qui me guide, que ce soit ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Donc nous, on veut vraiment devenir un acteur incontournable sur la chaîne panafricaine et sur la chaîne internationale. On est déjà bien présent sur le marché local et même panafricain et nos produits sont bien connus à l'international. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de faire grandir notre unité de production, arriver à une production industrielle et envahir le marché africain et le marché international. On veut vraiment s'inscrire comme leader sur le segment de marché des confitures gourmets à une échelle africaine et devenir une référence africaine sur l'épicerie fine gourmet. Tu veux rester toujours artisanal ou tu veux monter sur le plan industriel? Je pense que c'est possible de produire toujours en gardant le côté artisanal mais en faisant de plus grands volumes. Après, c'est une question de philosophie. Pour moi, c'est important de garder ce côté artisanal parce que c'est ça le facteur de différenciation en fait. Si on se met à faire des confitures comme n'importe quel industriel et produits importés, pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. Donc pour moi le travail artisanal est important parce qu'il valorise aussi le travail manuel, il génère de l'emploi, il faut bien des gens pour découper les fruits et pas les remplacer par des machines. Donc il y a aussi tout cet aspect création d'emplois, préserver les emplois qui est important. C'est toujours ma team de production, chacun a sa partie, il y a des gens qui sont sur la découpe des fruits, il y a des gens qui sont sur les cuissons, il y a d'autres personnes qui font les mises en pot, il y a d'autres personnes qui font l'étiquetage. Donc c'est une chaîne de production. Et qui crée les visuels et tout ce qui est tout joli qu'on voit autour. Bon, c'est moi qui fais la direction artistique. Après, je travaille avec des infographes qui exécutent ce que j'ai dans la tête, ce à quoi j'ai pensé. Alors, la confiture, c'est une appellation contrôlée en fait qui obéit à des normes et qui obéit à une réglementation. Donc c'est très réglementé, le taux de sucre est réglementé. Quand il y a moins de 55% de sucre, ce n'est plus une confiture, ça ne peut plus s'appeler comme ça. Ça devient une compote ou une préparation fruitée. Donc c'est une appellation qui est réglementée et qui doit obéir à certaines règles en fait. Tu n'as pas les dates de péremption sur les boîtes. Si, on a les dates de péremption. Faut avoir la norme ISO, hein, sinon... On a les dates de péremption, on a les numéros de l'eau, on a les compositions, l'étiquetage obéit à la réglementation. Alors les challenges de l'écosystème entrepreneurial au Gabon, j'ai envie de dire, il y a la question du financement, effectivement. Difficile de trouver du financement pour les startups. Ensuite, il y a l'accès au marché. La problématique de l'accès au marché. Moi, par exemple, je suis dans l'agroalimentaire. Pas toujours évident de rentrer dans les chaînes de supermarchés. Beaucoup d'a priori face aux produits, etc. Donc, faciliter l'accès au marché, comment lever des fonds. Et ensuite, toute la question de la formation. Donc, comment encadrer les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs qui veulent se lancer et leur donner les bases pour pouvoir développer leurs entreprises. Et aujourd'hui, moi, maintenant qui suis en phase de croissance, un autre vrai challenge, c'est comment accompagner les entreprises qui ont dépassé la phase des startups et qui veulent maintenant scale et qui veulent grandir, qui veulent s'exporter. Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place autour de ces entrepreneurs-là pour que ça devienne des entrepreneurs prospères et que les entreprises réussissent. Suivre son instinct, oui, mais être déterminé. Souvent, les gens me posent cette question, pourquoi est-ce que tu penses que tu réussis mieux que d'autres ou pourquoi est-ce que tu penses que ça fonctionne
ça fonctionne pour toi. Pour moi, je pense que c'est parce que je m'appuie aussi sur des bases solides en fait. Et mes bases, c'est la rigueur, c'est les calculs, tout ce que je fais, c'est scientifique. Dans mon labo de confiture, je ne fais pas des confitures à tout va. J'ai un processus bien clair avec des critères scientifiques de validation de préparation, etc. Donc, encore une fois, ça revient à l'engagement dans ce qu'on fait, le faire bien et être persévérant. Que la chaîne de valeur agricole, elle est très grande. On a les gens qui plantent, les gens qui récoltent, on a les gens qui transforment. La transformation, il peut y avoir la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à même la cinquième, la sixième transformation. Et tout ça, ça peut être des acteurs différents. On a la logistique, on a même le marketing, on a la communication. Donc, en fait, la chaîne de valeur agricole, c'est énormément de métiers. C'est pas juste les gens qui plantent. C'est vraiment pas ça. Il y a énormément de métiers qui tournent autour. Moi, j'interagis avec énormément de métiers. Les gens qui transportent, les gens qui plantent, les gens qui font des premières transformations, les gens qui m'aident à faire du marketing, les gens qui commercialisent. Donc, c'est une grosse chaîne. Et chaque acteur doit pouvoir trouver sa place dans cette chaîne. Moi, je suis transformatrice, je suis vraiment en aval de la chaîne et je veux rester transformatrice. Moi, par exemple, je n'ai pas vocation à planter. Et ça ne m'intéresse pas. Très franchement, je le dis souvent, parce que j'estime qu'il y a des gens qui savent planter, c'est leur métier. Et je leur laisse ça. Ce n'est pas mon job, c'est leur job. Par exemple, là, j'essaie de travailler sur la chaîne de valeur de l'arachide. Je vais, par exemple, rencontrer des femmes qui cultivent les arachides. Mais elles veulent occuper tout le segment de la chaîne. Elles veulent cultiver, elles veulent transformer, elles veulent emballer et elles veulent vendre. Elles ne savent pas emballer ou elles n'ont pas accès à la ressource pour emballer parce que ça leur coûte cher. Elles ne savent pas commercialiser, elles ne savent pas marketer, elles ne savent pas étiqueter les produits. Mais elles veulent quand même vendre. Alors qu'elles pourraient très bien ne pas se fatiguer, vendre leur première production, peut-être faire une première transformation. On plante, on grille, on décortique, etc. Et après, on vend toute notre grosse production à une entreprise qui a une marque et qui s'est brandée, qui s'est emballée et qui revend. C'est ce genre d'approche qu'il faut avoir aujourd'hui en fait. Et tout le monde gagne parce qu'elle, elle vendra plus. C'est vrai peut-être à moindre coût, mais elle fera plus de volume, donc elle vendra plus à la fin. Moi aussi, je vendrai plus parce que j'ai plus de matières premières. Donc moi, si je vends plus, elle aussi, elle grandit. Donc c'est vraiment une approche inclusive qui fait grandir tout le monde. Et personne n'y perd, contrairement à ce qu'elles ont des fois dans leur esprit, parce qu'elles se disent, moi je vends mon pot d'arachide à 2500, si je te vends à toi à 2000, moi je perds 500. Mais c'est pas, la réflexion est mauvaise en fait. Et il faut vraiment cultiver, il faut informer, il faut vraiment travailler sur les mentalités pour arriver à créer vraiment de belles chaînes de valeur bien structurées. À la nouvelle génération de femmes, eh bien, je dirais qu'il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué mon parcours entrepreneurial. J'ai toujours saisi les opportunités qui se présentaient à moi, même quand au début, des fois je ne savais pas comment y répondre forcément, mais je dis oui. Je dis oui et puis je me dis après on verra comment avancer. Mais les opportunités elles sont vraiment là, elles sont partout et il faut vraiment s'ouvrir, aller vers les gens, créer du réseau et arriver à saisir ces opportunités.